7h47 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes dans Paris Direct et c'est l'heure du journal de l'économie avec Karina Chabour, bonjour. Bonjour Pauline. Direction tout de suite Bruxelles où se poursuit le sommet de l'Union européenne et malgré la récession, les 27 gardent le cap de la rigueur. Oui, alors le temps fort de la matinée, ce sera la signature du traité sur la discipline budgétaire qui, vous le savez, impose un retour à l'équilibre sous peine de sanctions financières. Alors une fois ce texte signé, ce sera au tour des parlements nationaux de ratifier ce texte. Alors on le sait déjà, la République tchèque, le Royaume-Uni ne signeront pas. L'Irlande soumettra le texte à référendum. Le candidat socialiste français se dit, lui, prêt à renégocier le texte s'il était élu. Le problème, c'est que pour être ratifié, ce texte doit avoir l'aval d'au moins 12 pays sur les 27. Et autre obstacle à ce traité, c'est que plusieurs pays pourraient bien avoir du mal à respecter, à tenir leurs engagements. Et à commencer par la Grèce, et ce malgré l'accord signé sur le plan d'aide à la Grèce. Alors il faut savoir, selon une information du Financial Times, que seulement à peine la moitié des 130 milliards d'euros seront versés à Athènes, le restant soumis à caution. D'autres pays dans la même situation budgétaire difficile, on pense à l'Espagne. Le chef du gouvernement conservateur Mariano Rajoy a déjà annoncé qu'il serait difficile, voire quasiment impossible de tenir ses engagements de réduction de déficit pour cette année. Dans le même cas, l'Italie ou encore le Portugal. Et pourtant, il y a des risques pour ces pays en difficulté, on le sait, car sans ce traité, il n'y aurait pas non plus de mécanisme européen de stabilité. Oui, pas d'aide aux pays en difficulté sans effort budgétaire, c'est la règle, c'est le donnant-donnant imposé par Berlin. Berlin qui par ailleurs rechigne toujours à augmenter les capacités du futur Fonds monétaire européen, et ce malgré les pressions croissantes de ses partenaires du G20. Et autre grand thème de ce sommet européen, la croissance et la lutte contre le chômage. Il faut dire que les chiffres sont mauvais. L'activité en Europe devrait reculer de 0,3% en zone euro cette année. Quant au chômage, il a atteint son record historique dans la zone euro au mois de janvier. Le problème, c'est que les 17 divergent sur les solutions à apporter pour relancer la machine économique. Pour débuter ce sommet européen à Bruxelles, les dirigeants des pays membres ont dû faire face à une mauvaise nouvelle. L'annonce d'un taux de chômage record, 10,7% dans la zone euro en janvier 2012. Voilà 9 mois consécutifs qu'il n'est pas redescendu en dessous des 10%. Les plans d'austérité ont plombé les taux de croissance des pays membres. Et les dirigeants tentent de sortir l'Europe de la récession et du chômage. Mais ils divergent sur les solutions à apporter. À l'image de l'Italie ou de l'Espagne, de plus en plus de pays rejoignent les idées du libéral David Cameron. Parmi les mesures évoquées, le renforcement du secteur bancaire, la libéralisation du marché de l'énergie ou encore la réforme du marché du travail. Pour lutter contre le chômage, il demande plus de souplesse pour les employeurs, une mesure dangereuse pour certains économistes. Les mesures de soutien à la croissance annoncées se limitent à des mesures de réforme libérale qui n'auront pas d'effet. Face aux 12 pays signataires, l'Allemagne, pour qui la priorité reste l'assainissement des comptes publics. Pour Angela Merkel, le retour de la croissance passe par une plus grande coordination des politiques fiscales, même si Berlin penche aussi pour des plans de relance en faveur d'une croissance verte. Un domaine privilégié pour la relance, ça serait des investissements productifs pour prendre le tournant écologique, c'est-à-dire des mesures pour les innovations écologiques, les économies renouvelables. En attendant les solutions, les mauvais chiffres s'accumulent. La zone euro devrait s'enfoncer encore un peu plus dans la récession, avec un taux de croissance de moins 0,3%. Et dans ce contexte économique en berne, il n'y a pas qu'en France que les fermetures d'usines font réagir les dirigeants politiques. Oui, puisque le secrétaire au commerce britannique a pris l'avion en direction de New York pour rencontrer les dirigeants de General Motors pour tenter de les convaincre de ne pas fermer l'usine de Vauxhall, la marque britannique d'Opel, l'usine dans le sud du pays, avec à la clé l'idée de sauver 2800 emplois. La filiale européenne de General Motors, le problème c'est qu'elle perd de l'argent et qu'une autre usine d'Opel est menacée cette fois-ci en Allemagne, et le rapprochement avec le français PSA, très présent en Europe, ne devrait pas freiner ce mouvement. On va jeter un coup d'œil au marché. Eh bien, des marchés qui, eux, sont dans le vert, plutôt optimistes. La clôture à Wall Street s'est faite en hausse. Hier soir, le Dow Jones a pris 0,22%, le Nasdaq a gagné 0,74%. Il s'approche du seuil symbolique des 3000 points. Le S&P 500 plus 0,62%. Même couleur en Asie ce matin.
des marchés à la hausse, et ce malgré la progression des cours du brut. Et on va rester en Asie. On savait la Chine très remontée contre le projet européen de taxe carbone sur les compagnies aériennes. Aujourd'hui, Hong Kong Airlines parle de mesures de rétorsion. Oui, la compagnie pourrait annuler une commande de 10 à 380. Information d'un quotidien chinois qui, si elle est confirmée, reviendrait à un manque à gagner de 2,8 milliards d'euros pour l'avionneur européen. Dans cette affaire, Pékin estime que la nouvelle réglementation européenne est contraire au droit international. Et toujours dans le secteur des transports, Eurotunnel renoue avec les bénéfices. Et oui, fini les ennuis après l'incendie de 2008. La crise, l'opérateur du tunnel est enfin rentable. Il a dégagé l'an dernier un résultat net de 11 millions d'euros. Le remboursement de sa dette est en bonne voie et l'année 2012 s'annonce bien très bonne, avec notamment les JO de Londres et le jubilé de la reine Elisabeth II. Et toute autre ambiance chez Areva qui enregistre une perte historique. De 2,4 milliards d'euros l'année dernière. Alors en cause, une perte de la valeur de ses mines, de sa branche minière, la catastrophe de Fukushima et les retards du chantier de l'EPR en Finlande. Le groupe nucléaire doit céder dans les prochains jours sa participation dans le groupe minier Eramet au fonds stratégique d'investissement. Allez, toute autre chose à présent, on va parler de Google qui est en délicatesse avec la législation européenne sur la protection de la vie privée. Oui, le géant de l'Internet a mis en œuvre ses nouvelles règles de confidentialité hier. L'idée, en fait, pour Google, c'est de croiser les données de ses utilisateurs des différents services, d'où la crainte des associations de protection de la vie privée. Les précisions d'Aude-Sophie. Vous avez une messagerie Gmail, vous regardez des vidéos sur YouTube, votre smartphone fonctionne sous Android. Sachez-le, depuis jeudi, les règles ont changé. Désormais, Google collecte et combine des données sur chaque utilisateur connecté via un compte à l'un des 70 services du groupe. Coordonnées de géolocalisation, agenda personnel ou encore historique des discussions en ligne, autant d'informations qui constitueront cette base de données. L'objectif est clair, mieux cerner chaque utilisateur et cibler les publicités à lui diffuser. Google se veut rassurant et assure que les informations personnelles collectées ne seront pas vendues à des tiers. Mais ces nouvelles règles inquiètent les associations de consommateurs et de protection de la vie privée. D'autant que Google est incontournable. L'entreprise occupe 80% du marché européen des moteurs de recherche, 30% du marché européen des smartphones et 40% du marché mondial de la vidéo en ligne. Ce que Google a fait, c'est de tromper la confiance des utilisateurs d'Internet. Auparavant, les termes du service étaient clairs pour les internautes. Si vous alliez sur Google Search, c'est que vous vouliez aller sur Google Search. Si vous alliez sur YouTube, vous alliez sur YouTube. Google a maintenant changé tout cela. Ils disent en gros, nous voulons savoir ce que vous faites avec tous nos services et les utiliser à des fins commerciales. En France, la Commission nationale informatique et liberté avait également demandé mardi à Google de reporter la mise en œuvre de ces nouvelles règles qui, selon elle, ne respectent pas la législation européenne. Sans succès, la firme a répondu avoir suffisamment informé ses 350 millions d'utilisateurs. La CNIL poursuit donc ses investigations. Voilà, merci beaucoup Karina Chabour pour ce point sur l'actualité économique. On vous retrouve à 9h15 toujours dans Paris Direct qui continue dans quelques minutes. Un tout nouveau journal et une nouvelle demi-heure d'information avec Myriam Amellal. Avec un candidat républicain, disciple de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les Mormons rêvent de la présidence des États-Unis d'Amérique. Souvent décriés en raison de leurs croyances et de leur mode de vie, qui sont-ils vraiment? Dans l'État de l'Utah, 60% de la population est mormone. France 24 s'est rendu à Salt Lake City, où est installé le siège de cette église. Voyage au pays des Mormons, aujourd'hui à 10h10, heure de Paris, sur France 24.
Toutes les semaines, l'actualité de la voile et des sports nautiques des 5 continents est sur France 24. Retrouvez les compétitions et les grands événements maritimes de la planète, suivez les salons, les avancées technologiques. Partagez les valeurs de solidarité, d'esprit d'équipe qui fédèrent tous les passionnés de la mer. Avec Rémi Pelletier, venez à la rencontre de tous les amoureux de l'eau. Vent du large, samedi à 12h40, heure de Paris, sur France 24. 4, 3, 2, 1, bon départ. Bon départ. Retrouvez tout France 24 sur france24.com. 24 heures sur 24, où que vous soyez, connectez-vous sur notre site internet tout en images. En français, en anglais, en arabe, c'est sur france24.com.